Bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous être connectés aussi nombreux à ce webinaire sur la prévention des risques dans la filière des biodéchets. Je suis Christine David, responsable du pôle risque biologique au sein du département expertise conseil technique de l'INRS et je suis accompagnée de Patricia Batté, responsable d'études au sein du département ingénierie des procédés. Bonjour Patricia. Bonjour Christine, bonjour à tous. Donc voici le programme qu'on vous propose de suivre ensemble. Nous allons tout d'abord définir les biodéchets et voir la filière de valorisation de ces biodéchets. Et ensuite, nous verrons les risques et les mesures de prévention chez chacun des acteurs de cette filière, en commençant par les producteurs, puis les collecteurs, et enfin les valorisateurs dont parlera Patricia. Ensuite, nous vous donnerons quelques ressources disponibles sur le site INRS pour ceux qui veulent en savoir plus sur les points que nous allons aborder cet après-midi. Et enfin, nous verrons vos questions. Nous avons, Patricia et moi, choisi, parmi toutes les questions que vous avez posées sur le site en vous inscrivant, nous avons choisi 3 questions parmi les plus posées. Et après, nous aborderons les questions que vous pouvez poser à tout moment lors de ce webinaire sur le chat qui est mis à votre disposition. Donc, commençons donc par définir les biodéchets. Que sont les biodéchets? Parce qu'effectivement, il y a une définition réglementaire sur ces biodéchets qui sont définis par le Code de l'environnement. Alors, les biodéchets sont les déchets non dangereux, biodégradables de jardin ou de parc, auxquels s'associent les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, des cantines, des traiteurs, du commerce de gros et des magasins de détail. À ça s'ajoutent également les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. Donc voilà la définition des biodéchets. Et ces biodéchets ne sont pas incinérés, ils doivent suivre une filière de valorisation. Et c'est une obligation réglementaire depuis 2024. Tous les producteurs de biodéchets, les petits comme vous et moi, aussi bien que les gros producteurs, doivent valoriser leurs biodéchets. Alors cette filière comprend 3 acteurs, comme je vous l'ai dit. Donc à gauche, vous trouvez les producteurs, j'ai symbolisé par le restaurant, donc tout ce qui est alimentation, les points de vente et en dessous, donc nos usines agroalimentaires. Donc voilà les producteurs à gauche. Au centre, les collecteurs. Alors comme vous le constatez, il y a plusieurs camions parce que les camions sont choisis en fonction du type d'emballage dans lequel sont mis les biodéchets. Donc vous avez en haut à gauche le camion, la fameuse benne d'ordures ménagères classique, mais vous pouvez également avoir des camions bennes, multi-bennes, qui vont collecter les bennes de biodéchets, donc chez les gros producteurs tels que les usines d'agroalimentaire. Vous avez également des camions avec grues de chargement pour vider les biodéchets qui sont dans les points d'apport volontaires au bord des rues, là où les gens viennent déposer leurs biodéchets. Vous avez le camion citerne, c'est un camion d'hydrocurage qui va pomper les biodéchets liquides. Et enfin, les camions avec haillons arrière qui peuvent collecter entièrement les collecteurs, les bacs sur roues pleins. Donc tous ces camions vont aller après vers le centre de valorisation, vider leurs biodéchets. Les biodéchets qui seront pris après, qui seront mis dans un méthaniseur pour faire du gaz. Et après, ce qui n'est pas dégradé par les bactéries qui font le gaz, ce qui n'est pas dégradé va aller en compost. Ou alors, ces biodéchets peuvent directement être mis en compost. Et ça, ces centres de valorisation, Patricia vous en parlera plus en détail. Donc voilà les 3 acteurs de la filière. Alors maintenant, parlons des dangers des biodéchets. Alors c'est vrai que c'est contre-intuitif de penser que des produits destinés à la consommation humaine peuvent représenter des dangers. Et pourtant c'est vrai. Parce que les biodéchets sont des matières organiques. Et la matière organique, c'est une abondance de nourriture pour tous les micro-organismes. Alors que ce soit les micro-organismes qui proviennent des biodéchets, des aliments périmés dégradés, micro-organismes qui peuvent provenir de l'environnement, mais également des animaux qui vont tourner autour de ces biodéchets. Les animaux, donc là je vous ai mis un rat, ça peut être des chats, des chiens, des oiseaux et des insectes piqueurs. Et parmi notamment les rats, on sait que les rats dans leur urine peuvent sécréter une protéine, une bactérie qui est dangereuse pour les animaux. Donc voilà, tous ces micro-organismes qui peuvent être sur les biodéchets. Mais en plus de ça, les bactéries qui sont dans les biodéchets peuvent également produire des gaz. Et parmi ces gaz, on va retrouver entre autres l'ammoniac, des oxydes de carbone,
du sulfure d'hydrogène, du méthane, etc. D'accord ? Donc toutes les personnes qui sont en contact avec ces biodéchets peuvent inhaler les gaz ou inhaler des bioaérosols, c'est-à-dire des aérosols contenant des micro-organismes, peuvent aussi donc toucher ces biodéchets et avec les mains souillées de biodéchets peuvent porter les mains à la bouche, donc peuvent ingérer des micro-organismes ou peuvent porter les mains souillées aux muqueuses des yeux, du nez, du visage, donc ça peut pénétrer aussi ces muqueuses. Donc voilà, les personnes en contact avec ces biodéchets peuvent être exposées de différentes façons. Et lorsque ces personnes sont exposées à tous ces agents biologiques et ces gaz, ça peut entraîner différents effets sur la santé, tels que des surinfections des plaies, des troubles digestifs, des atteintes respiratoires, des atteintes neurologiques, des brûlures cutanées, etc. Donc vous voyez les différents dangers. Sans compter les gaz qui peuvent diminuer la quantité d'oxygène dans les locaux fermés, ni les gaz inflammables qui peuvent provoquer des explosions. Donc voilà pour ce qui concerne le danger des biodéchets. Là, je pense que maintenant vous êtes convaincus qu'il y a des dangers. Alors maintenant, voyons chez chacun des acteurs de la filière les risques et les mesures de prévention qu'on peut suivre, en commençant donc par le producteur. Alors les producteurs ont une obligation de trier les biodéchets à la source. Il faut le trier pour que le mécanisme de méthanisation et de compostage soit le plus opérationnel possible. Donc si le risque, c'est qu'il y a des mélanges de différents déchets, des indésirables dans les biodéchets, ça peut entraîner des refus de collecte, voire des accidents aussi chez les producteurs. J'en veux pour exemple un accident grave qui s'est produit dans une usine de pâtisserie industrielle où ils mettaient leurs biodéchets de pâtes dans une benne. Un salarié a voulu enlever des indésirables des emballages dans la benne de pâtes. En se penchant et tombé dans la pâte, ça a dégagé une poche de gaz qui l'a asphyxié. Et on n'a pas pu réanimer ce salarié qui décédait suite à cet accident. Donc certes, c'est un cas extrême, mais donc c'est important de bien trier déjà les biodéchets. Donc pour ça, bien sûr, avoir des consignes claires et affichées sur tous les postes de production de biodéchets. Et ces biodéchets doivent être conditionnés de façon judicieuse, parce qu'il faut savoir que les biodéchets contiennent 75% d'eau. Ça les rend vraiment très très lourds. Donc le risque, bien sûr, vous imaginez, la manutention de ces conteneurs lourds, ça peut entraîner des troubles musculo-squelettiques. Donc la mesure de prévention à suivre, choisir des tailles de conteneurs adaptées à la masse de biodéchets produits. Donc il y a différents types de conteneurs qu'on peut choisir, des bacs sur roues, un maximum 240 litres pour pas que ce soit trop lourd à déplacer. Des caisses palettes, comme vous voyez à droite, qui doivent être manipulées avec des engins motorisés. Ou des points d'apport volontaire. Alors ces points, les PAV, là, peuvent contenir des bacs sur roues ou alors des fûts, des cuves plus importantes, 5000 litres. Et enfin, nos fameuses bennes, là, très, très volumineuses, plutôt pour les usines agroalimentaires. Donc, bien choisir la taille de son conteneur, mais également bien entretenir ces conteneurs. Il faut que les roues, bien sûr, soient opérationnelles, sinon impossible de déplacer. Vérifier la résistance des poignées et des collerettes. Alors la collerette, c'est la fameuse partie en plastique sous le couvercle des bacs sur roues, celle qui permet aux bennes d'ordures ménagères de soulever la poubelle. Donc bien vérifier ça, la fermeture et bien sûr l'étanchéité des bacs. Parce que des bacs qui sont pas étanches, ça met des biodéchets partout, ça va contaminer les conteneurs et l'environnement. Et le sol souillé de biodéchets, c'est un sol glissant, donc risque de chute pour les salariés. Donc pour éviter ces risques, la mesure de prévention à suivre, c'est de respecter la limite de remplissage simplement de ces emballages, de ces conteneurs. Nettoyer également les conteneurs et leur environnement. Alors, quand on nettoie au jet comme ça, il y a des risques d'aérosols et de projection vers le salarié. Donc, le salarié doit être équipé d'équipements de protection individuelle contre les projections et les aérosols. Autre danger de ces biodéchets mal conditionnés, ils vont attirer la présence d'animaux.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les rats, les souris, les chats, les chiens, les insectes, les oiseaux. Donc lutter contre l'intrusion des animaux, comme la flèche vous indique ici en bas à gauche, un grillage, avec un grillage, et lutter aussi contre les insectes volants. Alors, chez les producteurs, on voit de plus en plus d'installations mécaniques, tout simplement pour réduire la masse du biodéchet. Et en réduisant la masse du biodéchet, ils vont espacer les collectes. Du coup, les coûts financiers seront moindres. Donc, ces installations mécaniques, ça entraîne des risques machines. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y aurait de quoi faire un webinaire, voire 2 webinaires, rien que sur ce risque. Donc, les mesures de prévention, c'est de choisir des machines sûres et conformes à la réglementation machine et des machines, bien sûr, contrôlées périodiquement. Alors, quel type de machine peut-on voir chez les producteurs de biodéchets? Mais on va voir des compacteurs tels que la photo là, vous le montre. Donc, ça va compacter, broyer les biodéchets. Alors maintenant, vous le savez tous, les biodéchets, ça contient beaucoup d'eau et donc quand on broie les biodéchets, voilà, il y a beaucoup de jus. Donc il faut acheter des compacteurs qui retiennent les jus pour éviter d'en disperser partout. On peut voir aussi des sécheurs, appelés aussi déshydrateurs ou cuiseurs. C'est des machines comme à droite là qui vont chauffer 90 degrés pendant plusieurs heures les biodéchets et broyer aussi ces biodéchets. Donc là, ça nécessite pour l'utilisateur d'être vraiment très bien formé au mélange de ces biodéchets, puisque on peut pas mettre dans ce genre d'appareil des os trop gros, ça va bloquer les pales. On peut pas mettre non plus trop de graisse qui vont bloquer les canalisations. Donc c'est à manipuler vraiment avec une bonne formation. Et enfin, le plus complexe, ces installations mécaniques, c'est des broyeurs et des cuves de stockage. Donc là, les photos que je vous ai mises en bas. Nous sommes ici au sous-sol d'un restaurant collectif en libre service. C'est-à-dire que les biodéchets sont triés en cuisine et arrivent par des canalisations vers le broyeur, la photo en bas à gauche. Donc après broyage, ces biodéchets sont envoyés toujours par canalisation à cette cuve que vous voyez en bas à droite. Et donc dans cette cuve, les biodéchets peuvent rester plusieurs semaines. Donc les bactéries là ont le temps de se nourrir, produire des gaz. Donc vous voyez bien qu'on est passé des risques cuisine, de restauration risque cuisine, à des risques carrément ATEX. Le restaurant doit gérer maintenant des zones ATEX pour atmosphère explosif. Donc, il doit identifier ces zones ATEX, évacuer les gaz qui sont sous pression dans la cuve, disposer de détecteurs de gaz, éviter que les personnes rentrent dans cette pièce, donc mettre les zones de pompage à l'extérieur du local et des trappes de visite pour nettoyage de toutes ces canalisations, les cuves, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment là beaucoup plus de risques nouveaux pour le restaurateur. Et donc l'entreposage est vraiment une étape charnière. Il faut éviter de fournir les conditions favorables à la prolifération des micro-organismes et à la production de gaz. Alors quelles sont ces conditions favorables? Il faut, pour les micro-organismes, il faut de la matière organique. Et là, on le sait, on nage dans la matière organique, dans les biodéchets. Autre paramètre nécessaire à la multiplication des micro-organismes, c'est l'humidité. Il faut de l'humidité. Il n'y a pas de croissance de micro-organismes dans un environnement sec. Autre paramètre, la température. Les micro-organismes, en général, aiment bien les températures ambiantes 20-22 degrés. Et plus il fait chaud, mieux ils se portent. C'est-à-dire que dans les biodéchets, en été, vous aurez beaucoup plus de micro-organismes qu'en hiver. Donc les mesures de prévention vont consister à lutter contre ces paramètres. Et donc, en matière organique, on va limiter la quantité de biodéchets entreposés. Ça, on peut le faire. Donc, les solutions pour réduire les biodéchets, donc chez les restaurateurs, les points de vente et les entreprises agroalimentaires, on va ajuster les stocks de matières premières. Tout simplement, on va éviter d'avoir des matières premières périmées qui doivent suivre la filière des biodéchets. Pour les restaurateurs, on va ajuster les portions dans les assiettes. Alors j'entends d'ici les plus gourmands d'entre vous commencer à ronchonner, mais le restaurateur peut aussi proposer les restes de repas, des doggy bags. Pour les industries agroalimentaires, ils peuvent réemployer les pertes de produits. Par exemple, ici sur la photo, c'est une photo de découpe de biscuits dans une plaque de pâte. Donc tout ce qui n'est pas transformé en biscuit va pouvoir être réutilisé pour être de nouveau proposé en découpe.
Voilà comment on peut réduire les biodéchets. Après, l'humidité. Comment on peut lutter sur l'humidité? Eh bien, simplement placer les biodéchets, les conteneurs, à l'abri des intempéries. Après, pour lutter contre la température, idéalement, il faut entreposer au frais ces biodéchets dans un local réfrigéré, 6 degrés. Donc une chambre froide. Alors attention à ne pas mettre les biodéchets dans la chambre froide qui contient bien sûr les matières premières. Donc à défaut de chambre froide, on va utiliser un local ventilé. Et dans tous les cas, donc augmenter la fréquence des enlèvements en été, puisque je vous l'ai dit, en été, les micro-organismes vont se développer plus rapidement. Voilà pour ce qui concerne les producteurs de biodéchets. Donc vous voyez, il y a quand même déjà pas mal de choses à faire, pas mal de risques possibles et quand même des solutions, des mesures de prévention. Donc maintenant, voyons les collecteurs. Alors je vous avais dit, il y a pas mal de camions possibles pour enlever ces biodéchets. Donc les camions avec haillons arrière, ce qu'ils vont faire, eux, ils vont carrément prendre complètement le conteneur plein de biodéchets, ils vont le mettre dans le camion et en échange, ils vont donner des conteneurs propres et vides, bien sûr. Donc le risque pour le collecteur, c'est de rentrer en contact avec des conteneurs qui pourraient être souillés par les biodéchets ou l'urine de rongeurs. Donc la mesure de prévention, c'est pour le collecteur, c'est de rappeler au producteur les consignes de remplissage, de nettoyage et d'entreposage de ces conteneurs. Donc là, en fait, dans cette filière, le collecteur a vraiment un rôle très important de discussion privilégiée avec le producteur de biodéchets. Également, donc, comme je vous dis, ils remplacent les conteneurs sales par des conteneurs propres, mais dans le camion, les conteneurs propres pourraient être souillés par des conteneurs pleins qui sont souillés eux-mêmes. Donc, pour éviter ça, il faut que dans le camion, il y ait des zones distinctes, zones pour le sale et zones pour les conteneurs propres. Après, autre camion plus classique pour enlever les biodéchets, c'est les bennes d'ordures ménagères ou les baumes. Donc là, ils vont vider simplement le bac dans la benne. Donc pour le collecteur, c'est risque de contact ou de projection avec des écoulements de jus de biodéchets. Donc pour éviter ça, la benne doit avoir une étanchéité renforcée. La cuve réceptrice des jus doit être aisément vidangeable dans le centre de valorisation. Et enfin, on peut aussi rehausser la trémie arrière du camion pour éviter les débordements de jus lorsque le camion se déplace. Autre risque pour les salariés, c'est l'inhalation de bioaérosols lors du déversement des biodéchets en vrac. Alors, 2 solutions sont possibles. Réduire le taux de compactage de la baume ou placer les biodéchets dans des sacs biodégradables. Mais ça, attention, c'est selon les accords locaux, c'est-à-dire qu'il y a des centres de valorisation qui vont refuser les sacs biodégradables, tout simplement, notamment dans le compost. Ça peut laisser encore des petits débris de sacs qui vont dégrader la qualité du compost. Donc les sacs biodégradables ne sont pas une solution dans toutes les localités. Autre risque pour les salariés, c'est que décrochage des bacs sur roues du système de basculement. Donc là, bien sûr, toujours rappeler aux producteurs les consignes d'entretien de ces bacs et notamment les fameuses collerettes qui vont servir à soulever le bac. Camion avec grue de chargement, donc ça c'est pour soulever, comme vous voyez sur la photo, les cuves des PAV, des points d'apport volontaires. Donc la grue va chercher la cuve, va la positionner au-dessus de la benne du camion, les trappes de la cuve vont s'ouvrir et après la cuve sera remise à sa place sur le trottoir. Donc là, ça peut entraîner, le salarié peut rentrer en contact avec des points d'apport volontaire qui sont souillés par les biodéchets ou par toujours l'urine de rongeurs. Donc pour ça, il faut bien sûr que ces PAV soient nettoyés régulièrement. Alors toujours pareil, lors de l'opération de nettoyage, porter des EPI contre les projections et les aérosols. Autre risque pour ce salarié qui va utiliser le camion avec grue de chargement, c'est des risques de projection. Lorsque le conteneur est fuyard, il y a du jus qui dégouline, la chute accidentelle de conteneur ou l'ouverture de la trappe du conteneur. Tout le biodéchet va gicler.
Donc, mesures de prévention contre les projections, c'est manœuvrer la grue et l'ouverture de la trappe à distance et contrôler périodiquement les conteneurs, mais aussi les points d'accroche du conteneur avec la grue. Enfin, les camions hydrocureurs, c'est des camions donc qui vont pomper les biodéchets liquides. Vous vous rappelez, donc c'est des biodéchets qui sont placés dans la cuve qu'on a vue tout à l'heure sous le restaurant. Donc ces camions hydrocureurs, le risque c'est que des salariés soient exposés aux gaz dangereux et inflammables émis par les biodéchets. Donc la mesure de prévention, c'est que le pompage doit être fait à l'aide d'une pompe volumétrique limitant le dégazage. Et le matériel doit être adapté aux gaz inflammables et les connexions à la cuve doivent être faites par l'extérieur du local, comme vous voyez ici sur cette photo. Donc là, ils sont en train de connecter le tuyau à la cuve, sachant que la cuve est derrière le mur. Autre risque avec les camions hydrocureurs, c'est le risque de projection lors du nettoyage de la cuve de stockage. Donc la mesure de prévention, la première à suivre, c'est d'investir tout simplement dans une cuve qui est équipée d'un système de nettoyage automatique. À défaut, lorsque le nettoyage doit être fait manuellement, il faut vérifier avant l'ouverture de la trappe que la cuve est bien vide, que lorsqu'on ouvre la trappe, qu'on ne soit pas inondé de biodéchets, que la cuve n'est pas sous pression. Une fois qu'on a ouvert la trappe, il faut vérifier l'absence de gaz. Et donc, s'il y a du gaz, on sort bien sûr du local et on attend que la décroissance du gaz. Et enfin, donc, utiliser du matériel dédié nettoyable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le salarié utilise son téléphone portable pour éclairer l'intérieur de la cuve quand on a pu le voir. Et porter, bien sûr, des EPI, des équipements de protection individuelle, contre les projections et les aérosols. Donc maintenant, nous allons voir les risques et les mesures de prévention chez les valorisateurs. Donc Patricia, je te laisse la main. Tu vas tout nous dire sur les risques et les mesures de prévention. Merci Christine. Donc effectivement, je vais vous parler un peu plus en détail de la partie valorisation de ces biodéchets. Donc dans un premier temps, en complément de ce que Christine a évoqué, donc je vais réaborder les intrants. Donc sachant que donc en méthanisation et compostage, on va avoir la valorisation d'une grande variété d'intrants. Et donc par rapport à la liste de Christine, on peut encore ajouter les déchets agricoles, notamment fumier, lisier, sous-produits animaux, résidus de culture, les boues de stations de traitement des eaux usées ou STEU. Et puis donc les déchets industriels, donc avec les eaux de lavage de procédés industriels, les boues industrielles, etc. Donc en ce qui concerne la valorisation, on va avoir deux voies principales que nous avons évoquées. La voie donc méthanisation qui va donner lieu donc à un digestat. Ce digestat va pouvoir être utilisé directement en épandage. On peut aussi composter les biodéchets, donc avec un compost produit qui va pouvoir être utilisé directement en amendement. Et puis on a entre guillemets une passerelle qui va nous permettre en fait de composter le digestat et du coup d'utiliser les deux voies de valorisation donc successivement. Donc dans un premier temps, je vais vous parler donc de la méthanisation. Pour vous expliquer, donc au niveau de la méthanisation, on va avoir donc déjà une première phase que Christine a évoquée avec le déchargement et avec des biodéchets qui sont plus ou moins triés. Donc ça va dépendre effectivement donc des régions et des collectes. Et on va avoir deux voies principales, donc une voie sèche, donc pour laquelle la matière utilisée, donc valorisée, est donc la matière sèche, c'est-à-dire on va avoir une quantité de matière sèche qui est supérieure à 15%, et la voie qu'on appelle dite humide, où la matière sèche va être inférieure ou égale à 15%. Ça va donner lieu en fait à la même idée. C'est-à-dire que pour la partie sèche, on va avoir des équipements de tri plus ou moins poussés en fonction aussi de la qualité de tri des biodéchets en amont. On peut par exemple trouver des tubes de préfermentation pour déjà réaliser une pré-dégradation de ces biodéchets. On va avoir d'autres équipements de tri, type trommel, type tapis balistique, etc. Pour en fait sélectionner donc une fraction de la matière organique qui va être débarrassée des indésirables et la plus fine possible. Et en parallèle, pour la voie humide, donc comme c'est des déchets donc presque liquides, on va plutôt en fait avoir des cuves qui vont réaliser donc une certaine hydrolyse et une hygiénisation des biodéchets. Au final, on va avoir deux produits différents.
donc la matière organique solide ou une soupe, suivant donc la quantité de matière sèche. Mais finalement, c'est le même principe. Toute cette matière va entrer en digestion dans le digesteur. L'idée étant bien sûr, comme l'a évoqué Christine, de produire du biogaz qui va être ensuite valorisé, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Et donc, en ce qui concerne la matière organique, de produire un digestat. Ce digestat va souvent être déshydraté, donc c'est pas une étape qui est systématique, mais on la rencontre régulièrement. Donc pour donner lieu à un digestat dit liquide et un digestat solide. Donc le digestat liquide peut être utilisé directement en épandage ou peut être également ramené dans le digesteur pour réensemencer en fait le digesteur en matière en micro-organismes. Et donc pour le digestat solide, souvent on va ajouter des déchets verts et du structure broyée pour avoir en fait une matière qui va pouvoir être facilement compostée. En fonction également de la matière et de la quantité de matière dans le digestat solide, il peut parfois être utilisé directement en épandage également. En ce qui concerne maintenant la partie compostage, donc on va partir bien sûr des mêmes biodéchets. On peut avoir les mêmes phases de tri que j'ai évoquées précédemment pour avoir une matière organique compostable. Et comme je vous l'ai dit, on peut également donc avoir une méthanisation de ces biodéchets, produire un digestat qui lui va être composté. Dans tous les cas, donc avec des déchets verts et du structurant, on va essayer d'avoir la texture désirée pour avoir un compostage en tunnel efficace derrière. Donc souvent de quelques semaines, c'est une phase qu'on appelle active avec des tunnels fermés. Et puis ensuite une maturation donc en silo, c'est simplement le même type de tunnel mais à ciel ouvert. Et ensuite, souvent, on a une étape d'affinage et de criblage pour produire le compost avec la texture désirée. Ce compost peut être conditionné pour la vente ou utilisé directement en amendement. Donc maintenant, je vais vous évoquer en fait quelques équipements qu'on retrouve dans ces différents sites de méthanisation et ou compostage et qui peuvent donner lieu à un certain nombre de risques et donc on a besoin de mettre en place des moyens de prévention. Donc notamment, c'est valable particulièrement pour les unités qui traitent de la matière plutôt sèche. On va avoir de nombreuses zones avec des transferts de matière et du coup l'utilisation de trémies et de convoyeurs. Donc les risques avec ces transports de matière, c'est souvent une inflammation des matières transportées, notamment par échauffement en fait de la matière sur les tapis, sur les bandes transporteuses. On va avoir l'émission d'agents biologiques et chimiques, quelle que soit la matière, que ce soit encore du biodéchet ou déjà du digestat ou du compost qui est produit. Et on va avoir un risque mécanique lié au dispositif. Donc en prévention, il est important d'avoir un nettoyage important de ces équipements et une surveillance des installations, notamment en zone tri. On a pu voir donc dans les installations qu'on a visitées des caméras thermiques qui vont pouvoir repérer un éventuel départ de feu avec des systèmes d'extinction automatique, etc. On va aussi préconiser une couverture des convoyeurs. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo juste en dessous, et éventuellement la mise en place de captage localisé lorsque c'est nécessaire. Dans tous les cas, lors de ces interventions, il faut mettre en sécurité les équipements, que ce soit pour des interventions de maintenance ou pour du nettoyage. Donc sur la photo que vous pouvez voir en bas à droite, on voit donc des opérateurs qui interviennent sur une vis sans fin en zone tri et donc qui ont des harnais et voilà, qui prennent qui font attention voilà à comment ils interviennent et à la sécurité de leur intervention. Donc on a d'autres dispositifs, comme je vous ai évoqué, qui sont des tubes de préfermentation. Donc souvent ces tubes de préfermentation sont en amont de la partie tri. Ils vont pendant 3 jours commencer à, entre guillemets, à pré-dégrader la matière organique. Donc de la même manière que pour donc les convoyeurs, on va pouvoir avoir des risques d'inflammation des matières traitées, l'émission d'agents biologiques et chimiques, et formation de quelque chose de spécifique à ces tubes qui s'appelle des torons. Donc en fait, c'est des agglomérats de déchets. Donc qui vont se former avec la rotation du tube et puis avec souvent la présence malheureusement de grandes quantités d'indésirables. Et donc ça va boucher le tube et puis ça va provoquer générer en fait finalement une nécessité d'intervention. Donc en prévention, de la même manière que précédemment, on va préconiser un nettoyage régulier des équipements et une surveillance de ces installations. En général, il est nécessaire d'avoir une ventilation par flux d'air, que ce soit d'ailleurs en continu mais aussi avant intervention pour éviter des émissions de gaz pour les opérateurs. Et puis, on va mettre en sécurité ces équipements lors des interventions. Donc ici, sur la photo que je vous ai mise, on voit un opérateur qui intervient donc à l'entrée d'un tube de préfermentation.
On va également avoir des dispositifs de déshydratation. Comme je vous l'ai dit, c'est pas systématique, mais c'est vrai qu'on en trouve régulièrement au niveau donc de la zone juste après méthanisation. En général, ce sont des presses ou des centrifugeuses. Donc les risques sont l'émission d'agents biologiques et chimiques, bien sûr, notamment juste après méthanisation, puisqu'on va avoir de fortes émissions d'ammoniac et puis donc également beaucoup de micro-organismes. Et donc effectivement, comme la méthanisation se déroule en vase clos, c'est vraiment juste après, en fait, quand la matière sort, qu'on va avoir les émissions les plus importantes. Il va y avoir des risques de brûlure, puisque le digestat est très souvent dans une température supérieure à 55 degrés. On va avoir un risque mécanique lié au dispositif lui-même. Donc, à nouveau, on va préconiser un nettoyage de ces équipements et une surveillance constante, la mise en place de captage localisé, notamment sur les presses, et puis donc mettre en sécurité ces équipements lors des interventions, à nouveau, que ce soit maintenance ou nettoyage. Donc ici, vous pouvez voir le nettoyage d'une presse. Que ce soit d'ailleurs donc en valorisation ou en traitement des déchets de manière générale, on a très souvent donc des broyeurs et des cribles. Ici, c'est particulièrement vrai puisqu'on a le broyeur de déchets verts qui va permettre d'amener du structurant, donc que ce soit pour la méthanisation ou pour le compostage. Et puis, on va avoir également un crible pour le compost au niveau de la partie affinage du compost pour obtenir le produit fini. Donc, c'est un équipement qui est très courant. Donc, on va avoir des émissions d'agents biologiques et chimiques également, et notamment de poussière. On va avoir un risque mécanique lié au broyage. Donc, en prévention, toujours, finalement, c'est quelque chose de systématique que je vous ai mis à chaque fois, puisqu'en fait, c'est très important dans ce secteur d'activité. C'est le nettoyage des équipements et la surveillance de ces installations. Pour ces équipements, donc en particulier, un encamphrement ou un copotage est préconisé. Et puis, ma mise en place de captage localisé également, donc pour capter les poussières. Donc évidemment, on mettra à nouveau en sécurité donc, ces équipements lors des interventions. Et enfin, je vais vous parler donc d'engins mobiles, simplement parce que c'est vrai que c'est un équipement qui est très utilisé sur ces sites. Déjà, ces sites sont vastes et toute la matière ne peut pas être transportée par des bandes transporteuses ou des convoyeurs. Donc souvent, en fait, les opérateurs conduisent des chargeuses pour vider des tunnels de compostage, pour transporter la matière d'une zone de compostage à une autre, etc. Donc, pour ces engins, on va avoir un risque de collision entre engins, mais surtout engins piétons. On va avoir la présence d'agents biologiques et chimiques potentiellement dans la cabine, suivant comment l'engin est utilisé et puis comment la cabine est gérée. Et donc, en prévention, on va préconiser bien sûr la présence d'un cheminement piéton et de feux indicateurs. Pour les opérateurs qui évoluent dans les zones où on va trouver ces chargeuses, on va leur demander d'utiliser des gilets haute visibilité et des moyens de communication pour informer en fait la personne qui conduit la chargeuse de leur présence. Les cabines doivent être entretenues et en surpression pour que les composés biologiques et chimiques ne restent pas à l'intérieur de la cabine. Et bien sûr, fermées en zone polluée, sinon on perd le bénéfice de l'isolement de la cabine pour l'opérateur. Et puis, bien sûr, une surveillance et un changement régulier des cartouches filtrantes pour les caissons d'épuration, comme le fait l'opérateur que vous pouvez voir sur la photo. Et donc, j'avais dit que je vous en reparlerai. Pour la partie valorisation du biogaz, on a un certain nombre d'équipements qui sont associés. On va avoir des chaudières, on va avoir des cogénérateurs de chaleur et d'électricité, on va avoir des injecteurs de biométhane et puis des torchères pour donc brûler le surplus de biogaz produit. Et donc, pour tous ces équipements, on va avoir un risque incendie et explosion, donc un risque ATEX, l'émission de gaz potentiel. Et donc, en prévention, on va bien sûr identifier et signaliser les zones à risque. On va mettre en place des moyens de protection et d'extinction, mettre en place également des dispositions d'évacuation et toujours surveiller ces zones à risque. Donc pour cette partie, je voudrais terminer en vous parlant des aspects généraux de prévention donc pour l'ensemble de ces sites. Donc on a pu nous constater qu'il y avait donc beaucoup de différences en fonction de la localisation des sites. Certains sont localisés plutôt à la campagne, d'autres en zone urbaine. Et c'est vrai que l'avantage des sites localisés à la campagne, quand on va avoir de nouveaux projets, notamment de plateformes de compostage ou de sites de méthanisation, c'est qu'en fait, on peut beaucoup stocker finalement la matière donc à ciel ouvert, sans gêne pour d'éventuels riverains. Alors qu'en zone urbaine, eh bien pour éviter donc la gêne des riverains, souvent les locaux sont fermés, ils vont être en dépression et c'est finalement les opérateurs qui vont être exposés aux agents biologiques et chimiques qui sont dans ces locaux. On va aussi préconiser d'éviter la coactivité.
effectivement, on a pu constater que certains opérateurs installent leurs ateliers de maintenance dans des zones qui sont polluées par proximité avec leur zone d'intervention. On va aussi avoir des fois donc des dépôts de déchets verts qui vont être situés en zone polluée, ce qui fait que les opérateurs qui viennent livrer ces déchets vont entrer dans ces zones alors qu'ils ne devraient pas être exposés donc aux émissions de ces zones-là. Donc finalement, on doit vraiment éviter la coactivité, même si souvent, et effectivement, on peut voir qu'il y a des intérêts logistiques. Une clé pour ces usines, en fait, c'est de gérer la ventilation générale et le captage des polluants. C'est comme ça qu'en fait, on aura une ventilation efficace des zones polluées et qu'on évitera l'accumulation de polluants dans ces zones. Et puis, bien sûr, on est dans le secteur des déchets. Il faut entretenir et il faut un nettoyage général important et régulier. Parce que si les déchets s'accumulent, eh bien forcément, on va avoir des émissions plus importantes d'agents biologiques et chimiques. Si on nettoie régulièrement, on va limiter ces émissions. Je voudrais terminer en faisant un petit focus sur les équipements de protection individuelle respiratoire. Donc, bien sûr, on préconise toujours la protection, la prévention collective en premier lieu, mais en dernier recours, et notamment pour les interventions de maintenance et de nettoyage qui sont particulières et qui sont plus près des déchets, on va préconiser d'utiliser des appareils de protection respiratoire. Donc, pour la partie gaz, on préconisera sur ces sites des filtres de type ABEK, donc pour les gaz et vapeurs organiques, pour les gaz et vapeurs inorganiques, pour le dioxyde de soufre et eau de gaz et vapeur acide, et forcément aussi pour l'ammoniac et les dérivés organiques aminés, qui est finalement donc l'ammoniac, le gaz qu'on retrouve le plus sur ces sites. Bien sûr, par rapport aux aérosols, il faudra aussi que les opérateurs soient protégés, donc avec des masques de type FFP. Donc vous connaissez, donc les masques FFP1 arrêtent au moins 80% des aérosols, les FFP2 94, les FFP3 99. Donc et forcément les FFP3 sont les plus efficaces. Et puis, si on doit se protéger en fait des deux types, donc gaz et aérosol, on a donc des filtres qui permettent de combiner les deux. Je vous en dirai pas plus sur ce sujet. Simplement, je vous renvoie à l'ED 6106 sur les appareils de protection respiratoire si vous voulez en savoir plus. Et justement, à propos des ressources à votre disposition, je vais laisser à nouveau la main à Christine qui va vous parler des ressources que vous pouvez consulter sur le sujet de ce webinaire. Donc effectivement, on a plein de ressources sur le site INRS. Et pour commencer, donc un dossier sur la filière des biodéchets, où vous retrouverez tout ce dont on vient de vous parler aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez vous connecter sur cette page web. Pour compléter la page web, on a un document que vous voyez à gauche qui est consacré à la filière des biodéchets, qui part donc du producteur de biodéchets jusqu'au centre de valorisation, jusqu'à l'entrée du centre de valorisation, déchargement des camions et lavage des camions. Donc là, vous trouverez plus de détails sur ce dont on vient de vous parler. Et apparaître début de l'année prochaine un autre document sur la filière de méthanisation compostage, donc qui décrira plus la partie, Patricia, que tu as exposée à l'instant. Tout à fait. D'autres documents, on en a plein, que je vous dis, donc on a dû faire un choix. Donc là, on a choisi de vous sélectionner une collection essentielle sûre, que vous voyez à partir de la gauche, donc essentiel sur les risques biologiques, essentiel sur les risques chimiques, essentiel sur l'atmosphère explosive, une brochure sur les risques machines, on vous a dit il y a beaucoup de risques machines, et une brochure sur la ventilation qui est une mesure de prévention collective très importante installée dans ce genre d'établissement. Donc voilà les ressources qu'on peut mettre à votre disposition. Et maintenant, nous allons aborder la deuxième partie qui concerne vos questions. Alors, on a choisi donc, comme je vous ai dit, Patricia et moi, les questions que vous nous avez le plus souvent posées lorsque vous êtes inscrits. Donc, on va commencer par cette question qui t'est adressée, Patricia. Comment réaliser une métrologie d'atmosphère pour les composés chimiques et biologiques dans ces entreprises et instaurer une surveillance? Merci Christine. Donc je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible à cette question. Donc déjà pour rappel concernant les atmosphères de travail,
Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des valeurs limites d'exposition professionnelle réglementaires, qu'elles soient contraignantes ou indicatives pour les agents chimiques. Donc pour cela, je vous renvoie à l'outil 65 que vous pourrez retrouver sur le site de l'INRS. Mais en France, nous n'avons pas de VLEP pour les agents biologiques. Par contre, l'INRS propose des valeurs guides, donc que ce soit pour les endotoxines ou pour les bactéries et moisissures. Concernant donc la mesure des agents chimiques, donc vous pouvez voir ici, je vous ai mis des exemples d'un opérateur donc équipé de dispositifs de prélèvement et puis d'un point d'ambiance, donc on a pu réaliser donc dans des zones de compostage. Et donc pour mesurer donc les agents chimiques, donc on a plusieurs donc méthodes pour chacun. Donc des méthodes donc qui sont à la fois des méthodes de prélèvement et d'analyse. Donc je vous renvoie en fait donc aux fiches Métropole donc qui sont donc développées donc par l'INRS que vous pouvez retrouver au niveau de la base de données Métropole. Et donc c'est le cas pour les agents chimiques d'intérêt sur ces sites. Donc notamment l'ammoniac, donc l'hydrogène sulfuré ou H2S, les poussières, les composés organiques volatiles, le protoxyde d'azote, voilà pour ne citer que ceux-là. Et puis pour les agents biologiques, nous avons également donc des méthodes de prélèvement et d'analyse, donc pour les bactéries et moisissures et pour les endotoxines. Donc ça c'est pour les prélèvements conventionnels, donc classiques sur filtre, et qui permettent une comparaison donc au VLEP lorsqu'elles existent. Pour également suivre en fait ce qui se passe sur ces sites et comprendre en fait donc comment les opérateurs sont exposés, on peut suivre en temps réel en fait leur exposition avec des détecteurs donc adaptés. Donc que ce soit en ambiance ou en individuel. Et donc là, je vous ai mis un exemple d'une surveillance qu'on a pu réaliser donc auprès d'opérateurs. Donc ici, il s'agissait d'un agent de production donc qui évoluait sur l'ensemble d'un site de méthanisation-compostage. Et donc là, par exemple, on a suivi l'ammoniac et les composés organiques volatiles. Et donc vous pouvez voir que cet opérateur était exposé à quelques ppm de composés organiques volatiles donc en entrée et en sortie des tubes de préfermentation, par exemple, et également au niveau de différents dispositifs de la chaîne de tri, et puis à l'ammoniac, donc lorsqu'il a intervenu en galerie technique, donc au niveau des canalisations en fait qu'ils appelaient donc les plénums, où en fait on avait donc les jus de méthanisation. On peut également installer des capteurs fixes. Donc là, par exemple, il s'agissait d'un capteur fixe pour l'ammoniac, donc qui était installé sur un site au niveau de la zone des tunnels de compostage. Donc ça permet aux opérateurs d'être assurés quand ils entrent dans cette zone, et puis de ne pas y entrer s'ils voient qu'il y a un problème et de le faire remonter. Donc une autre question qui nous a été posée, Christine, c'est comment réaliser le nettoyage des équipements en toute sécurité? Alors, déjà, très bonne question, parce qu'on a vu que le nettoyage, c'est quand même le nœud essentiel de prévention dans ces secteurs. Donc, la première des choses à faire, on se répète, mais c'est toujours valable, c'est automatiser les opérations de nettoyage quand cela est possible, bien sûr. Il existe des tunnels de lavage pour les conteneurs et pour les camions. Donc, je vous ai mis ici une photo où vous voyez un tunnel de lavage pour les bacs sur roues. Les bacs sont mis tête en bas et envoyés par convoyeur dans ce tunnel, avec un captage des aérosols qui pourrait éventuellement sortir du tunnel. Donc voilà, ça c'est vraiment la meilleure des solutions qui n'exposent pas les salariés. Donc, à défaut de tunnels ou quand c'est pas possible pour nettoyer les installations dont tu parlais, Patricia, donc il faut faire le lavage manuel. Alors, idéalement, quand c'est pas une machine fixe, bien sûr, dans des aires dédiées, avec de l'eau basse pression, avec des balais raclettes. Alors tout ça, vous comprenez bien, c'est pour éviter des projections et des aérosols. On va éviter de créer ces projections. Et on n'est pas à l'abri quand même d'avoir des projections et des aérosols, donc l'opérateur doit toujours porter des EPI protégeant contre ces aérosols et projections. Donc aérosols, donc Patricia vous a parlé des appareils de protection respiratoire, les projections, donc ça sous-entend la visière, les combinaisons imperméables, des gants et des bottes. Et bien sûr, pour pouvoir s'équiper et se déséquiper, il faut un local d'habillage, déshabillage. Voilà. Après, une autre question. Oui, donc Christine, effectivement, toujours en lien avec la précédente, quelles sont finalement les mesures d'hygiène à mettre en place pour éviter l'exposition des salariés aux agents biologiques et chimiques? Alors, première mesure d'hygiène, on a vu, beaucoup de choses passent par l'inhalation, mais surtout par les mains. Soit contact cutané, ça peut entraîner des plaies, soit avec les mains souillées, on peut porter les mains au visage ou à la bouche. La première mesure d'hygiène, c'est le nettoyage des mains.
Et pour ça, bien sûr, pour que les salariés puissent respecter cette mesure d'hygiène, il faut encore avoir des points d'eau, idéalement un déclenchement non manuel pour éviter de souiller le robinet avec les mains sales, du savon liquide, des essuie-mains à papier et une poubelle à ouverture non manuelle. Donc ce nettoyage des mains va se faire après contact avec les biodéchets, mais également après avoir enlevé ses vêtements de travail et ses EPI. Parce que ces vêtements de travail et EPI peuvent être souillés et donc en enlevant ces vêtements, on peut se souiller les mains. Donc toujours se laver les mains après avoir enlevé ses vêtements et ses EPI. Alors ces mesures sont à suivre bien sûr dans les bâtiments solides, mais également doivent être suivies dans les camions. Je pense aux camions de collecte, quand ils se souillent les mains, il faut qu'ils aient aussi de quoi se laver les mains avec un jerrycan d'eau, du savon liquide, papier, poubelle. Et pour les travaux les plus salissants, bien sûr, prévoir des douches nettoyées régulièrement elles-mêmes, les douches. Donc maintenant, passons peut-être aux questions que vous nous avez posées au cours de ces webinaires. Y a-t-il des questions? Alors oui, alors déjà une question qui avait été posée en amont et donc à laquelle nous pouvons répondre également, c'est concernant le risque lié à la leptospirose. On nous demande si le vaccin est recommandé. Alors, le vaccin est pas recommandé systématiquement pour ce secteur. Les vaccins sont recommandés par le médecin du travail. Le médecin du travail qui va conseiller à l'employeur des vaccinations et au cas par cas, tâche par tâche et personne par personne. Et il faut savoir que la leptospirose, donc petite parenthèse sur la leptospirose, c'est une bactérie qui se retrouve dans l'urine des rats ou de beaucoup de mammifères. Et lorsque le salarié touche en contact avec l'urine avec les mains blessées, la bactérie peut traverser ses mains, ou lorsque les mains sont ramollies, la peau est ramollie, la bactérie peut traverser. Et donc ça va entraîner des maladies pouvant être assez graves, être agrippales jusqu'à des atteintes des différents organes, les poumons, les reins, etc. Donc ça peut être assez grave. Mais il faut savoir il existe une vaccination en France, mais qui ne protège que contre un type de leptospire, la bactérie, sachant qu'il y en a énormément, plus d'une centaine de leptospires. Donc vous voyez bien que vous pourriez éventuellement vous protéger contre un type, mais vous pouvez avoir en contact avec d'autres types de leptospires. Donc moralité, si votre médecin du travail vous conseille une vaccination, cela ne va pas vous dispenser de suivre les autres mesures de prévention, telles que les EPI ou les mesures qu'on vous a indiquées tâche par tâche. Très bien. Nous avons donc d'autres questions également, notamment concernant le déconditionnement. Donc on nous parle des phases situées entre la collecte et la valorisation, et à savoir notamment le déconditionnement. Finalement, quels sont les risques liés à cette phase de déconditionnement? Alors là, Patricia, c'est toi qui vas y répondre. Alors, ça va dans un centre de méthanisation, là, donc les camions arrivent, dépotent leurs biodéchets. Oui, tout simplement. Alors, en fait, c'est finalement le déconditionnement, c'est un poste qu'on peut retrouver à la fois dans les centres qui trient simplement les biodéchets et qui voilà, des fois on a des centres qui ne font que ça. On va retrouver aussi cette phase effectivement en amont de la méthanisation ou du compostage. Donc après, au niveau des risques, forcément on va avoir un risque mécanique lié à la machine qui va être utilisée pour le déconditionnement. Donc de la même manière que pour les autres dispositifs, il va falloir une mise en sécurité de l'appareil pour pouvoir intervenir. Et puis après, ça va être vraiment lié au type de déchet qui va être déconditionné. Donc est-ce que si c'est des denrées alimentaires et qui sont potentiellement périmées, donc on va pouvoir effectivement avoir un certain nombre de micro-organismes. Donc il va falloir vraiment mettre des protections individuelles et puis si possible avoir l'appareil de déconditionnement dans une zone bien ventilée et pourquoi pas un captage si c'est nécessaire. Ou des fois le déconditionnement peut être manuel aussi, on a vu ça. Oui, tout à fait. Là, si on a utilisé des cutters par exemple, utiliser des couteaux qui coupent, comme le slogan INRS, pour éviter de se couper soi-même. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais vu une question sur le nettoyage des conteneurs. Fréquence, moyen, produit. Alors fréquence, moi je vous dirais les bacs sur roue par exemple, dès qu'ils ont été vidés, nettoyer à chaque fois que les bacs sont vidés, parce que là les biodéchets sont en vrac, donc ça va souiller forcément le conteneur, donc ils doivent être nettoyés à chaque fois qu'ils sont vidés.
avec les produits, je vous dirais que si les conteneurs sont nettoyés régulièrement, un simple produit détergent nettoyant suffit. Il ne faut pas systématiquement, je pense que là-dessous il y avait l'idée, l'arrière-pensée du désinfectant, on n'est pas obligé de désinfecter ces conteneurs à chaque fois, mais régulièrement, les nettoyer régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une question également sur les mesures de protection pour nettoyer un cribleur trommel. Alors, effectivement, c'est des dispositifs qui sont pas évidents. C'est des gros dispositifs qu'on retrouve dans les zones tri pour la partie tri mécano-biologique. Donc, pour ces cribleurs trommel, on va retrouver cette nécessité de mettre l'appareil en sécurité pour intervenir. Donc de ce que nous on avait pu observer, donc souvent les opérateurs vont aussi également utiliser des dispositifs pour couper. En fait, des fois souvent on va trouver des indésirables de type tissu ou des choses comme ça qui vont se prendre dans les trous du trommel et qui vont empêcher sa rotation. Donc souvent ça nécessite un arrêt complet et puis d'aller découper ces tissus, de les retirer, et donc ça oblige les opérateurs à entrer dans le trommel. Donc là il faut vraiment être très prudent sur la mise en sécurité, sur le risque de chute si le trommel peut encore un petit peu bouger ou tourner, et puis sur les déchets qui peuvent être encore présents à l'intérieur. Donc là, il va falloir aussi mettre un dispositif de ventilation pour bien faire passer un flux d'air à l'intérieur de ce trommel. Bon, je crois que c'est tout. On a fait le tour des questions qui ont été posées. Je pense que c'est bon, nous pouvons arrêter ici ce webinaire. Donc, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et rappeler, c'est très important, rappeler que ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur le site INRS. Donc, il me reste, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt, Patricia. Oui, tout à fait. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et merci pour vos questions qui montrent votre intérêt. On vous souhaite à chacun et chacune une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.